Plaisir que nous accueillons notre conférencier Frédéric Deconinck pour la 3e fois à Gradignan. Voilà, la dernière fois, eh bien, tu étais venu à Culture et Société en avril 2022. Ça fait déjà 4 ans. Je ne crois pas. Ah, le temps passe. Alors merci, cher Frédéric, d'avoir accepté de tenir une conférence sur les descendants de Menno-Simon, né en 1496. Bon, je ne vous dis pas la date de la mort, bon, c'était 1559, mais bon, 1496, c'est le plus important, ou presque. Aux Pays-Bas, un Hollandais. Donc, merci, cher Frédéric, et bienvenue à toi. Alors, tu es titulaire d'un doctorat depuis 89 et d'une HDR, une habilitation à diriger des recherches en sociologie en 94. Pour les anciens comme moi, ben, c'était l'équivalent du doctorat d'État, voilà, qu'on avait supprimé avant. Alors, c'est la France, on rajoute, on supprime. Alors, tu menas une carrière d'enseignant-chercheur comme professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, et tu étais directeur de recherche au laboratoire Ville, Mobilité et Transport à Marne-la-Vallée, où tu dirigeas le LABEX Futur Urbain, qui est une fédération en fait de forces de recherche sur la ville de l'Est parisien. Eh bien, aujourd'hui, tu es retraité, un retraité très actif, puisque tu es sollicité comme conférencier dans de nombreux organismes et associations de Français de Navarre, et même en Suisse et en Belgique. Alors, tu es aussi un auteur prolifique, je citerai que quelques-uns de tes derniers ouvrages: Nationalisme, guerres et paix, le défi envers et contre tout de l'amour du prochain, aux éditions Excelsis 2025, le dernier nouveau. Le dernier, ouais. Voilà. Alors ensuite, Crise locale ou effondrement global, c'était aux éditions Ménonites 2022. Être le sel de la terre dans un monde en mutation, Excelsis 2019. Si proches mais si loin les uns des autres, qui est mon prochain dans la société mondialisée, aux éditions Olivetan 2011. Et puis L'homme flexible et ses appartenances, l'Harmattan 2001, comment construire du lien social dans la société d'aujourd'hui avec ses appartenances faibles et entrecroisées. Et puis Travail intégré, société éclatée aux presses universitaires de France en 1995. C'était mon mémoire de méditation, en fait, ça. Voilà. Ouais. Alors, donc universitaire en sociologie et puis même membre responsable pendant de nombreuses années de l'Église ménonite, tu es attaché à construire un dialogue entre les sciences sociales et les enjeux de la foi. Alors, qui mieux que toi pour nous parler des Ménonites, un des premiers mouvements écologiques issus de la Réforme au XVIe siècle? Qu'en est-il aujourd'hui de ce mouvement précurseur de l'écologie intégrale et de sa tradition marquée par un engagement pacifiste, écologique et communautaire et au mode de vie imprégné de sobriété? Combien sont-ils? Où sont-ils implantés? Leur expérience, finalement, est-elle duplicable dans notre mode de vie d'aujourd'hui? Mais sans plus tarder, eh bien, je te laisse la parole pour une heure. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, hein? Pas 45 minutes, pas 50, allez, 1 heure. Surtout si on attend 4 ans pour l'avoir, il faut profiter. Bon, alors, 1 heure. Tout le monde est d'accord, et ensuite, eh bien, cher public, ce sera à vous de jouer pendant 1 demi-heure. Vous avez des tas de questions, j'en suis sûr. Alors, merci d'avance, cher Frédéric, et on peut l'applaudir pour l'accueillir. Voilà, donc je vais dire quand même déjà quelques mots sur qui sont les Ménonites, puis j'en donnerai un peu plus de détails par la suite. Alors déjà, tu me poses la question, combien sont-ils? Une poignée. C'est-à-dire, je pense qu'on en compte, les comptages officiels, 1 500 000 dans le monde entier. Donc autant dire une poignée. Où sont-ils?
ben, comme beaucoup de confessions chrétiennes, ils sont en Afrique. Au Congo, en Éthiopie, en Nigeria, au Zimbabwe. C'est là qu'il y a les effectifs les plus nombreux. Alors, historiquement, oui, ils étaient aux Pays-Bas. Il y en a même un nombre significatif en Inde. D'ailleurs, pas beaucoup par rapport aux gens en Inde, mais comme en Inde, il y a énormément de monde. En fait, il y a des effectifs significatifs en Inde. Les Pays-Bas ont donné une implantation ménonite en Indonésie, puisque c'était une colonie des Pays-Bas pendant tout un temps. Et puis alors, comme beaucoup de mouvements religieux marginaux, ils ont émigré aux États-Unis à une époque où il y avait une tolérance religieuse plus importante aux États-Unis qu'ailleurs. Donc il y a une communauté relativement importante aussi aux États-Unis et au Canada. Mais aujourd'hui, les effectifs les plus nombreux sont en Afrique. Voilà. Alors en Europe de l'Ouest, ça c'est même plus, c'est quasiment une dose homéopathique. Hein. Je pense que en France, il y a 2000 membres des églises ménonites, donc ça vous donne une idée. Hein. Donc on n'a aucune chance au suffrage universel. Voilà. Bon. Alors, donc c'est une petite minorité, même au sein du protestantisme, ça fait encore une petite minorité. Hein. Bon. Alors peut-être une première manière, déjà d'en parler déjà, je dirais en gros, hein, c'est de dire que c'est un mouvement qui a rejoint finalement une ligne de lecture qui elle-même a été minoritaire au sein de l'histoire de l'Église, au sein du christianisme, mais enfin qui a quand même régulièrement fait surface avant, après les Ménonites. Bon, c'est-à-dire une lecture qui met en avant la non-violence, l'amour de l'ennemi et une certaine simplicité de vie dans la lignée finalement de la vie du Christ, hein, qui est et donc la vie que le Christ a menée sur terre. Et donc pour les Ménonites et pour d'autres, en fait les évangiles c'est pas seulement une espèce de recueil de choses vraies, d'enseignements, etc. C'est le récit de la vie du Christ et qui est comprise comme un appel à marcher dans ses traces. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est un mouvement qui naît dans la foulée de la réforme luthérienne, vraiment, c'est-à-dire l'affichage de 95 thèses, on dit 1517, des mouvements dissidents apparaissent à partir de 1520, donc autant dire tout de suite. Hein, Donc ça se place dans un cadre protestant, donc il y a l'affirmation de la grâce, et marcher à la suite du Christ, ce n'est pas un mérite dont on pourrait se prévaloir. C'est plutôt accepter une invitation joyeuse et libératrice qui nous fait rejoindre ce qu'on perçoit comme une vie finalement chrétienne authentique, mais en fait une vie comme une vie, comme une invitation qui nous rend plein de vie, hein, une vie pleine et accomplie. Et c'est un peu, si vous connaissez des bribes de l'évangile de Jean, par exemple, cette formule que le Christ crie un jour, comme ça, lors de la fête des Tentes, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Voilà, hein, c'est une manière de comprendre cette invitation libre et joyeuse. Hein, voilà, et c'est pas, si vous voulez, une sorte de liste de choses, de devoirs dont il faudrait cocher les cases les unes après les autres. C'est cette invitation. Alors, en fait, pour arriver à faire comprendre ça, c'est pas si différent que ça de l'inspiration franciscaine. Hein, il y a une parenté, franchement. Quand j'essaie d'expliquer à des catholiques qui sont les Ménonites, je dis c'est les franciscains du protestantisme. Et j'ai appris d'ailleurs que quand on dit les franciscains, en fait, j'avais été une fois invité par une communauté franciscaine qui m'a dit, mais enfin, vous savez, chez les franciscains, il y a 200 familles franciscaines. Donc il y a 200 sous-ordres franciscains parmi les franciscains. Ça ressemble un petit peu aux ménonites. Hein. Il n'y a peut-être pas 200 styles de ménonites, mais enfin, il y en a une bonne cinquantaine, hein, je pense. Donc Bon, alors voilà. Donc, il y a d'autres mouvements dans l'histoire du christianisme qui ont suivi cette inspiration. Par exemple, il y a eu ce qu'on a appelé au XIIe siècle les pauvres de Lyon. Hein, les pauvres de Lyon qui d'ailleurs ont chassé de Lyon, ont émigré en Italie du Nord et ont donné le mouvement des Vaudois. Parce que c'était Pierre Valdo, hein,
C'est un peu comme Méno d'ailleurs. Nous, la bande à Méno, la bande à Valdo, qu'on a appelée les Vaudois, qui sont aujourd'hui d'ailleurs l'église protestante italienne, c'est l'église vaudoise. Au départ, c'est cette inspiration des pauvres de Lyon. Voilà, des mouvements, si vous voulez, souvent urbains au départ et qui ont justement valorisé un retour à l'évangile, mais au sens d'une lecture, mais aussi d'un mode de vie. Alors au XIIIe siècle, il y a eu le mouvement franciscain, enfin en tout cas à ses débuts, clairement, l'inspiration de départ. Après, au XVIIe, il y a eu les Quakers qui ont repris des choses finalement assez semblables. Chaque mouvement a son petit style, mais enfin en gros c'est un peu quand même la même inspiration. Et puis après ça, et même aujourd'hui, vous savez bien, il y a des mouvements pacifistes au sein des églises, je veux dire, il y a eu Church and Peace, il y a eu le mouvement international pour la réconciliation, il y a eu, enfin bon, voilà, il y a eu des mouvements pacifistes dans toutes les églises, qui ne se sont pas forcément constitués en église en tant que telles. Mais enfin, cette inspiration, elle a été entendue. Donc pour tous ces mouvements, je répète, le Christ, c'est pas seulement un prédicateur, il nous propose un modèle de vie, un mode de vie, voilà. Et donc, je dirais, pour commencer à parler un petit peu des questions de sobriété, c'est une vie libérée de la préoccupation matérielle obsédante. Voilà. Donc on fait, c'est l'idée de se dire, c'est l'enseignement du Christ souvent qui met en garde contre les richesses. J'avais fait le compte d'ailleurs, vous savez, il y a une section de l'évangile de Luc très longue, d'une dizaine de chapitres, qui concentre un peu tous les enseignements du Christ sur la vie qu'on mène, etc. Dedans, il y a 10 chapitres, il doit y avoir à peu près une trentaine de passages, une trentaine d'histoires qui parlent de l'argent, et il y en a au total une qui parle du sexe. Voilà, comme ça, vous voyez, quelquefois on s'est trompé dans les priorités. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc en fait, cette idée qu'en fait, l'argent... un bon serviteur, mais un mauvais maître, comme on disait. Enfin voilà, on en devient vite esclave. Donc cette idée d'avoir une vie libérée de cette préoccupation matérielle obsédante, voilà, c'est ça le point. Refuser la quête du pouvoir qui peut être aussi obsédante et qui prône aussi l'amour de l'ennemi. Voilà, c'est l'idée que même notre ennemi est digne d'être aimé. Pas forcément, comme disait Luther King, on ne vous demande pas de l'apprécier, mais enfin, on vous demande de l'aimer. C'est pas la même chose. Voilà. Alors donc, quand on rentre déjà, pour quelques mots, dans les questions liées à l'environnement, justement, on va y rentrer par cette question de la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, si les Ménonites s'intéressent à l'environnement, c'est justement avec cette approche sobre du rapport au monde. Alors ça peut tourner, dans le mouvement franciscain, quelquefois ça a tourné à ça, ça peut tourner au dolorisme. Vous voyez, c'est-à-dire en fait, au gros, parler d'âme pauvreté, et puis vous avez des récits de François sur la pauvreté où on se dit que la frontière avec le masochisme est mince par certains endroits. Donc ça peut tourner à ça, mais en fait, non. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le défends. C'est plutôt justement s'échapper de l'esclavage de la consommation, être libre, vivre libre par rapport à l'esclavage de la consommation. C'est quand même toute une affaire. Je ne dis pas moi-même d'ailleurs que j'y sois totalement parvenu, mais c'est bien d'y tendre, quoi. Ça fait du bien d'y tendre. Bon. Et alors moi, quelque chose que j'ai constaté, parce que quand Mustapha m'a dit, moi j'ai dit, écoute, je ne vais pas quand même te prétendre que les Ménonites ont été des acteurs majeurs de la lutte écologiste, pas tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a j'ai souvent remarqué, parce que je me suis aussi intéressé aux questions écologiques, parce que je vote écologiste. Bon, voilà, comme ça vous le savez. Mais je veux dire, mais en fait, il y a un rapport, si vous voulez, entre le rapport, disons, aux ressources, le rapport aux autres et le rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous considérez que les ressources sont à votre disposition, vous allez considérer que les autres ils sont aussi à votre service, et tant qu'à faire, Dieu n'a qu'à bien se tenir et répondre à nos prières. Voilà. Ça, c'est un rapport aux autres, aux choses et à Dieu. Ou bien, vous considérez que
eh bien, en fait, le rapport à la création, il est fait de dialogue. Le rapport avec les autres, il est fait de dialogue. Et le rapport à Dieu, c'est aussi un dialogue. Voilà. Où quelquefois, Dieu a son avis, hein, et puis on se trouve bien de l'écouter. Voilà. Autre rapport, hein, à Dieu, aux autres. Et en fait, souvent, je me suis rendu compte que les choses vont ensemble. Mais d'ailleurs, si vous connaissez un tout petit peu les évangiles, les tentations que le tentateur adresse au Christ, c'est transforme ces pierres en pain, rapport aux ressources. Hein. Je te donnerai les royaumes de la terre, hein, c'est-à-dire le rapport aux autres, je te donnerai le pouvoir, et saute de là-haut parce que Dieu viendra à ton secours, rapport à Dieu. Hein. Donc, ordonne aux pierres, ordonne aux autres, ordonne à Dieu. Voilà, comme ça, c'est clair. Hein. Et en fait, vous voyez, tout se tient. Et donc, tout ça pour dire que oui, je trouve qu'il y a une inspiration au fond qui rejoint les préoccupations écologiques autour de justement ce rapport respectueux aux autres jusqu'à notre ennemi. Hein, on n'est jamais censé faire plier ni l'univers créé, ni les autres, ni Dieu. Voilà. Donc, et ça donne quoi? Par exemple, chez Saint François, vous savez ce qu'on appelle le cantique des créatures. Ça, c'est quand même très connu, hein, frère soleil, frère loup, etc., etc. Cette idée que justement, il y a les créatures, enfin, tout ce qui a été créé, nous, on en fait partie. En fait, c'est quelque chose qu'on peut célébrer et comme des êtres tout à fait libres et qui ne sont pas en notre pouvoir. Hein. Et donc cette célébration de la nature chez Saint François, c'est une célébration vraiment d'un univers qui en partie lui échappe, mais qui justement, en fait, qu'on peut célébrer. On célèbre quelque chose qui nous échappe. Et ça, je pense que c'est pour moi, c'est le fond de la question, des questions écologistes. Et en fait, au fond, moi je dirais que c'est souvent là que tout se joue, quoi. C'est-à-dire, en fait, ou bien on essaye de s'emparer de ce qui est autour de nous, ou bien on sait que ça échappe à notre pouvoir, et tout ce qu'on peut faire, c'est rentrer dans une attitude de dialogue et de conversation. Est-ce qu'on peut dialoguer avec un arbre? Non, pas tout à fait, évidemment, surtout qu'il ne peut pas nous répondre. Mais il a sa manière quand même. On peut être attentif à des signaux qu'il nous envoie, pour le moins, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Bon, donc, quelques grandes idées. Hein, l'idée de simplicité, sobriété, hein, le respect des autres, l'amour de l'ennemi et la sobriété aussi par rapport au pouvoir. Et tout ça, c'est la joie et la liberté. Voilà. D'ailleurs, tu as oublié de citer un livre dans mes derniers, l'avant-dernier que j'ai écrit, c'est sur les béatitudes. C'était prendre tout ça comme quelque chose qui nous rend heureux. Voilà. Moi, j'ai une autre conférence que j'avais faite sur la sobriété, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle. Vous pouvez vous dire mauvaise nouvelle, hein, parce que bon, il va falloir se priver de ci et de ça. Vous pouvez vous dire bonne nouvelle, on va enfin adopter un rapport correct aux autres et aux choses, et ça nous rendra libres. Voilà. Bonne nouvelle. Dans la joie et la liberté. Voilà. Bon. Alors ça, c'est l'idée qui, pour moi, est en fait parente de l'inspiration franciscaine. Alors, l'inspiration franciscaine, évidemment, est devenue des tas de choses qui n'avaient rien à voir par la suite. Les ménonites aussi. Hein, j'entends. Il n'y a pas de... Il y a l'inspiration d'un mouvement, et puis je vous le dirai tout à l'heure, il y a des excès et des endormissements. Bon, on ne va pas se raconter des histoires. Tout n'est pas glorieux. Hein, ok. Alors, quand même, donnons quelques détails sur l'émergence du mouvement au XVIe. Donc, il y a ce qu'on appelle donc la réforme d'abord luthérienne, et puis calviniste, un peu plus tard. Voilà. Et donc, il y a eu... Donc ça, c'est ce qu'on appelait... Aujourd'hui, on l'appelle comme ça. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Ce qu'on a appelé la réforme magistérielle. C'est-à-dire la réforme qui, en fait, concédait une certaine poids, une certaine importance au magistrat. On considérait que le magistrat était, si vous voulez, une sorte de point de passage, finalement, valable entre la foi et puis la vie sociale. Et puis, par exemple, Luther, consciemment, a pris le parti des princes contre des mouvements de révolte populaire pour sauver la réforme. Voilà. Et peut-être qu'il
Tactiquement, il a peut-être eu raison. Enfin, j'entends. C'est un calcul qui a marché, en tout cas. Hein. Et donc, en fait, il a accepté la protection du prince de Saxe, en particulier. Mais quand les gens ont commencé à s'agiter un petit peu, il a dit, écoutez, maintenant, c'est bon, quoi, vous pouvez faire donner les armées, et voilà. Donc, ça, c'est la réforme magistérielle. Et on considère que le magistrat, en fait, est là, et qu'il y a une continuité, si vous voulez, entre ce qui se vit dans l'Église et ce qu'un magistrat peut exercer. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme radicale. Si vous voulez, c'est les gauchistes de la réforme, quoi, qui ont considéré qu'en fait, Luther n'était pas allé assez loin, et que justement, si on voulait vivre à fond les appels de l'Évangile, en fait, c'était difficile d'avoir une continuité avec la société, que forcément, on était un petit peu marginaux, un peu décalés, et que donc il fallait accepter une position un peu marginale. Voilà. Alors là-dedans, il y a eu de tout. Je veux dire, dans ces mouvements, si vous voulez, c'est comme dans les gauchistes, quoi, il y a de tout. Je veux dire, il y a eu des mouvements violents. Il y a pas eu des mouvements non violents. Il y a eu, par exemple, Thomas Müntzer, en fait. Donc Thomas Müntzer, il était à peu près de la même région, c'est la Saxe, tout ça, c'est l'Allemagne de l'Est, quoi, si vous voulez. Donc il a été à la tête d'une révolte paysanne, qui a failli d'ailleurs se terminer d'une manière négociée. Il y a eu des tentatives de négociation, mais qui ont été balayées. Et puis tout ça, ça s'est terminé par la guerre des paysans. Et la guerre des paysans, enfin, il faut quand même le savoir, c'était quand même 100 000 morts, quoi. 100 000 morts, évidemment, 99% parmi les paysans. Donc oui, donc c'est quand même, voilà, je veux dire, c'est... Pourquoi? Et donc ces révoltes paysannes, c'était de dire, mais oui, la réforme, si vous voulez, ok, ça nous donne une liberté religieuse, mais cette liberté, elle devrait aussi s'étendre à toute notre vie. Et on n'a pas de raison d'être libre dans l'Église et esclave dans le monde. Voilà, bon. Mais quand même, c'est intéressant parce que souvent, si vous voulez, ces mouvements violents qui échouent, c'est là que ça donne des choses intéressantes. Parce qu'il y a les survivants qui se disent non, mais là, quand même, non, quoi. En fait, parmi les gens qui avaient participé à ces révoltes paysannes, et parmi les gens qui ont survécu, ou parmi les gens qui n'étaient pas d'accord quand même avec le radicalisme de Müntzer, il y a des gens qui me disent non, alors si on veut la réforme radicale, ce sera non violent. Vous voyez, c'est-à-dire après, en fait, l'échec d'un mouvement violent, il y a des gens qui disent non, mais en fait, on devrait, en fait, si on veut vraiment être les disciples du Christ, on doit être non violent. Voilà. Et donc à ce moment-là, donc il y a eu à Zurich, dans la région de Zurich, donc dans la Suisse du Nord, des groupes qui ont commencé à se constituer et à jeter les bases de ce qu'allait devenir le mouvement qu'on a appelé Anabaptiste, parce qu'en fait, ils rebaptisaient les gens. Pourquoi? Alors, leur idée est claire, il faut séparer l'Église et l'État. Alors bon, aujourd'hui, quand je vous dis ça, vous allez dire, oui, ça fait longtemps qu'on le pense, mais ça fait longtemps que vous le pensez, mais ça, au XVIe siècle, ça ne se faisait pas, justement, en gros. Mais l'idée était de dire, oui, faisons des mouvements religieux, mais alors, oui, on choisit des options religieusement, on va rejoindre des communautés, on va adhérer à ce projet-là, mais en fait, l'État, pendant ce temps-là, a sa propre logique et on n'a pas de raison d'être soutenu par l'État, on n'a pas de raison non plus de faire jouer le bras armé pour que les gens rejoignent notre cercle. En fait, l'État suit sa route et nous, on suit la nôtre. Voilà. Alors, ça a été d'ailleurs très très mal vu. Je veux dire, à l'époque, c'était quelque chose, si vous voulez, ils ne se sont pas fait moins massacrer que les paysans, finalement. Ils étaient juste moins nombreux. Mais bon, enfin... En gros, c'est des mouvements qui ont été persécutés, qui donc ont dû s'exiler de Zurich, de tas d'endroits, jusqu'au moment où ils sont arrivés effectivement en Frise, donc au nord des Pays-Bas, et où ils ont trouvé une zone un peu de tolérance. Également en Allemagne du Nord, il y avait un peu plus de tolérance, ils se sont installés. Et là, un certain Menno Simon a fédéré ce qui restait du mouvement, et on est devenu la bande à Menno, les Ménonites. Voilà. Bon. Alors... il y a l'idée, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui c'est pareil, c'est devenu, heureusement d'ailleurs c'est bien, c'est devenu beaucoup plus commun, mais il y a l'idée qu'en fait, on ne naissait pas protestant, ou on ne naissait pas anabaptiste ou ménonite, on le devient. On le devient, c'est-à-dire on choisit de le devenir, même si on est enfant d'eux, on choisit de le devenir. Et donc,
le baptême ne peut pas être un acte qu'on va imposer à un enfant et qui en fait un membre de l'Église. Ça, si vous voulez, c'est un mode d'héritage. En fait, comme par exemple en France, c'est le droit du sol. Si on est en France, on est français. Voilà. Enfin, en gros. Mais enfin, en gros, c'est l'idée. C'était comme ça. Si vous naissez luthérien, de parents luthériens, vous êtes luthérien, vous êtes baptisé luthérien, pan. Et voilà. Alors. Moi, j'ai été baptisé enfant, j'ai survécu. Non, je veux dire, non, mais en fait, si vous voulez, à l'époque où moi, c'est pas comme ça non plus, mais parce qu'en fait, après ça, on avait quand même tout un cheminement où on décidait après ça, adolescent, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas, est-ce qu'on confirme, comme on disait, cet engagement que nos parents avaient pris ou pas. Donc ça restait un libre choix. Mais à l'époque, c'est beaucoup plus rigide que ça, c'est-à-dire qu'en gros, et c'est pour ça que la question du rapport au prince, au magistrat, elle est importante. Si vous dépendez d'un magistrat calviniste ou luthérien, vous êtes calviniste ou luthérien. Voilà. Sauf si vous êtes anabaptiste et que vous décidez, de votre plein gré, de rejoindre un mouvement sans l'accord du magistrat en question. Voilà. Et donc, le baptême ne peut être que l'acte d'adhésion à un cercle que vous choisissez de rejoindre en tant qu'adulte. Ça explique, la question du baptême, elle ne sort pas de nulle part. C'est parce qu'on voulait des mouvements où les gens s'agrégeaient par libre choix qu'en fait, c'est à ce moment-là seulement qu'on se faisait baptiser. Voilà. Bon. Et donc ça veut dire une marginalité assumée. Je veux dire, c'est des mouvements qui ont été marginaux, et puis quelquefois, il y avait de l'humour noir, quoi. Puisque vous voulez baptiser les adultes, on va vous noyer dans le Rhin. Est-ce qu'on va vous baptiser pour de bon? Non, chacun a son humour. Il y en a pour tous les goûts. Bon. Donc, cette marginalité assumée, elle est devenue aussi assez rapidement, il ne faut pas se le cacher, une marginalité subie. C'est des groupes qui ont été pourchassés, et donc en fait, même s'ils avaient voulu ne pas être marginaux, ils l'auraient été. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas un choix. Il y a aussi des circonstances historiques qui fait qu'on est plus ou moins marginaux. On ne le choisit pas toujours. Notamment, par exemple, le fait qu'ils étaient objecteurs de conscience, ça a suffi à les disqualifier, à faire d'eux de mauvais citoyens. Alors souvent, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, écoutez, d'accord, vous ne portez pas l'arme, mais alors tiens, il y a des endroits là-bas qui ne sont pas défrichés, et des terres qui ne sont pour l'instant pas cultivées, vous avez qu'à vous mettre là-bas. Et puis comme ça, vous nous défrichez tout ça, et puis on vous laisse tranquille. Voilà. Ou par exemple, en Suisse, à un moment donné, on leur a dit, vous pouvez vous installer à condition que vous restiez au-dessus de 1000 mètres. Là, parce que c'est des terres qui sont plus difficiles à cultiver. Donc vous vous mettez au-dessus de 1000 mètres, et puis en fait, ce qui se passe dans la vallée, écoutez, vous vous en occupez pas et on ne s'occupe pas de vous. Vous voyez, il y a des sortes d'arrangements comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Alors cette marginalité, évidemment, vous imaginez bien que ça n'a pas toujours des conséquences heureuses. Ça peut provoquer de l'enfermement, ça tourne à la secte, enfin, je vous laisse vous l'imaginer facilement. Bon, ok. Et il y a une question pour moi essentielle d'ailleurs qui a été posée, que j'ai lue chez un historien de l'anabaptisme, qui est de dire, est-ce que finalement on garde dans tout ça une spiritualité vivante? Est-ce qu'il y avait au départ justement dans cette réforme radicale des mouvements qu'on avait appelés spiritualistes, qui étaient plutôt des gens qui vivaient du souffle de l'esprit, avec un brin d'individualisme, et puis il y avait des mouvements qui mettaient beaucoup l'accent sur la communauté, sur la vie communautaire. Et en fait, cette histoire de l'anabaptisme, il disait, ce qui est bien, c'est qu'il y ait les deux, quoi, qu'il y a à la fois ce souffle et puis cette vie communautaire. Si vous avez seulement la vie communautaire qui impose ses règles, vous tombez dans le légalisme, c'est arrivé. Ou bien vous avez seulement le souffle de l'esprit, et alors là, ça devient le royaume de la libre interprétation, les gourous, la victoire des paranos, et c'est arrivé aussi. Voilà, tout est arrivé, je veux dire, bon. À un moment donné, il y avait comme ça des gens qui avaient essayé de monter une république idéale dans la ville de Münster en Allemagne. Il a fallu donner l'armée pour arrêter tout ça, avec abus sexuels à la clé, etc. Enfin bon. Mais tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que ces dérives, ça a servi de leçon. Ça aussi, souvent, les gens se sont dit, non mais là non, quoi. Là non, c'est aussi en testant comme ça les directions que... Mais voilà, tout mouvement religieux est le produit d'une histoire. Voilà, bon.
Voilà, à peu près, si vous voulez, là je vous parle du 16e. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Ah ben non, j'aurais pas dû faire ça. Des excès et des endormissements. Oui, donc là-dedans, alors il y a eu un mouvement quand même. Bon, j'ai commencé à le faire, de toute façon, je pense que pour parler d'un mouvement religieux, quel qu'il soit, oui, ça projette, oui. Bon, il faut accepter de parler des contradictions. Hein, on va pas, je veux dire, ça n'a pas de sens de faire une géographie, ni pour une personne, et encore moins pour un mouvement. Bon, bref. Donc, il y a eu, dans l'histoire ménonite, des grandes réalisations, et bien, il y a eu aussi des dérives. Et aujourd'hui encore, il y a les communautés ménonites où je ne voudrais pas vivre pour un empire. Je vais donner quelques détails, mais enfin, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que dès qu'on met en jeu des convictions profondes, on est sur le fil du rasoir. Voilà. Alors c'est vrai d'ailleurs aussi pour un mouvement associatif laïque. Moi je participe à des associations laïques. Bon, si vous le faites, vous savez que dans le milieu associatif, il y a une conflictualité énorme. En fait, il y a sans arrêt des conflits, des gens qui se fâchent, des portes qui claquent, etc. etc. Ça c'est le milieu associatif. Hein, je veux dire. Dans l'entreprise, par exemple, il y a moins de conflits parce qu'il y a plus d'argent. Hein, je veux dire, voilà. Vous pouvez dire que votre truc est génial. Hein, on vous dit, oui, ton truc est génial, mais il ne se vend pas. Bon, donc ça règle la question. Dans le milieu associatif, tout se discute. Hein. Vous pouvez prétendre avoir une idée géniale, qui va vous contredire? Hein. Ça devient compliqué. Et tout de suite, c'est le conflit de personnes. Bon. Et donc, quand on est ému par des convictions profondes, ben, voilà ce qui arrive. Mais en fait, alors là, moi, je vais vous dire, à titre personnel, j'aime mieux être sur le fil du rasoir que dans le cynisme. Hein, voilà. Hein, donc ça, dans un environnement cynique, sans saveur et dominé par la peur, ça, j'ai connu ça aussi. Hein, le milieu cynique sans saveur et dominé par la peur, ou alors le fil du rasoir, je choisis le fil du rasoir. Voilà, et tant pis, hein, voilà, avec ce qui va arriver. Bon. Alors, dans les mouvements qui sont quand même allés très très loin, mais plutôt sympa, c'est la chariote. La chariote. Bon, le mouvement Amish, évidemment, c'est les plus connus. Alors, eux, c'est carrément des extrémistes. Mais les extrémistes, il y a pire comme extrémistes. Enfin, bon, je ne vais pas le défendre complètement. Mais quelque chose d'intéressant dans le mouvement Amish par rapport, évidemment, c'est son rapport à la technologie. Hein, donc, en fait, c'est des mouvements qui se méfient beaucoup de la technologie. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est de me rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas forcément hostiles à la technologie, ils sont hostiles aux effets de la technologie. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur la manière dont une technologie va transformer la vie collective. Hein? Alors, par exemple, il y a des communautés amish qui ont le téléphone, mais c'est une cabine téléphonique qui est sur la place du village, pour éviter que les gens s'isolent avec leur téléphone. Vous voyez, ils se disent, pourquoi pas le téléphone, après tout? Mais en fait, à condition que ça ne pousse pas chacun à rester chez lui. Ou bien, par exemple, il y a beaucoup d'amis, ça ne les dérangera pas de se faire véhiculer par quelqu'un, du moment qu'eux n'ont pas leur voiture individuelle qui va les pousser à développer leur vie. Ou par exemple, il y a des conférences ménonites internationales auxquelles les Amish se rendent, ils prennent l'avion. Je veux dire, ça, ils le font. Et voilà. Non mais, ouais, et la question est, qu'est-ce que... Et moi je trouve que ça c'est une manière d'aborder les choses qui je trouve très... Ça me fait beaucoup réfléchir, en quoi et comment la technologie transforme nos relations sociales. Ouais, et ça, je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans le sujet. Hein. Alors évidemment, ils sont quand même pas très ouverts. Hein. Il y a quand même... Donc, je ne le défends pas. Non, surtout si vous voulez, c'est que du coup, effectivement, il y a quand même à la base... Par contre, dans leur manière de vivre, un modèle patriarcal que là je défends absolument pas. Quoi, si vous voulez. Ça reste quand même des milieux très structurés par le patriarcat, et ça n'a rien de... Si vous voulez, ça c'est le prix de l'histoire. Ils pourraient questionner ça, par exemple. Mais non, ils ne le questionnent pas du tout. Bon, donc voilà, donc je ne le défends pas, si vous voulez. Mais par contre, ça soulève des questions que je trouve intéressantes. Voilà. Il y a eu d'autres mouvements, d'ailleurs, qu'on appelle... je n'avais pas prévu d'en parler plus tard, mais j'en parle maintenant, les mouvements qu'on appelait utériens. Alors eux, ils ont mis en avant plutôt la propriété collective des moyens de production. Enfin, c'est les communistes, quoi.
des communistes pratiquants. Hein. En fait, une propriété collective des moyens de production, mais ils n'ont pas de problème avec les technologies. Hein. Ils vont investir dans des appareils. Enfin, c'est surtout, ils l'ont fait surtout dans le milieu agricole, mais pas seulement. Hein. Ils vont investir dans du matériel ensemble, et puis ils n'ont pas de propriété individuelle. Et tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Bon, c'est intéressant aussi, moi je trouve ça. Et alors il y a eu une expérience à Chicago d'implanter ça au milieu urbain, où des gens qui ont en fait développé des formes d'habitat communautaire, de prise en charge. Ils se sont mis dans un quartier un peu frontière à Chicago, un quartier un peu chaud, enfin bon. Et puis, je me souviens quand j'y étais passé, bon après ça, il y a eu des tensions, ils sont un peu moins loin, mais quand même, ils avaient par exemple, ils étaient, je pense une communauté, ils étaient 300 à peu près. Dans ces 300, ils avaient réussi à dégager une trentaine de postes de gens qui étaient payés par les 300 en question. Des gens qui étaient employés à plein temps, avec les 300, qui avaient des boulots par ailleurs, quoi. Mais ils mettaient les moyens en commun et ça leur permettait de dégager 30 postes. Oh, voilà, c'est quand même intéressant. Hein. Et puis quand j'y avais été, si vous voulez, alors après ça, ils ont eu des tensions et puis ils sont allés un peu moins loin. C'est-à-dire qu'ils ont remis un peu quand même de la propriété individuelle tout en restant proches, mais en fait, ça ne donnait pas l'impression d'un truc pesant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant aussi. Et puis alors après, par contre, il y a alors là des choses carrément horribles, quoi. Non mais si vous avez entendu parler au Mexique, etc., il y a des espèces de trucs, mais alors ça c'est vraiment, c'est horrible, quoi. C'est carrément des sectes. Il y a des gens qui sont au Mexique depuis plusieurs générations, qui parlent toujours allemand entre eux, enfin qui n'ont fait aucun effort d'intégration, avec en plus un contrôle social, des abus sexuels, enfin tout. Non, ça existe, hein, voilà. Ça existe, donc il y a eu de tout, quoi. Et puis il y a eu aussi, par exemple, en France, il n'y a pas eu un seul objecteur de conscience au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ni au moment de la guerre d'Algérie. C'est après, hein, au moment où l'objection de conscience est devenue légale en France, que du coup, tout d'un coup, effectivement, toute une série de ménonites se sont réinvestis dans l'objection de conscience. Beaucoup sous le poids d'ailleurs de gens venaient de l'étranger et disant non mais quand même attendez, je vous rappelle que vous avez une histoire, vous l'avez complètement perdue de vue, ça peut se diluer, hein, tout se dilue. Et donc par exemple, il y a eu des gens qui revenaient par exemple après-guerre, de jeunes Américains qui n'avaient pas été faire la guerre parce qu'ils étaient obligés de conscience, mais qui se sont dit il faut quand même qu'on vienne aider l'Europe à se reconstruire. Et donc, qui, arrivant en France, ont découvert avec effarement l'état des églises ménonites en France. Et qui ont du coup redonné un élan. Enfin, il y a eu du coup aussi à ce moment-là toute une série d'œuvres sociales qui ont été créées à ce moment-là. Enfin, bon, ça, voilà. Donc, l'inspiration, elle peut se perdre. Hein, voilà. Comme partout, comme pour tout, quoi. L'inspiration, elle peut se perdre. Voilà. Voilà, alors maintenant que je vous ai un peu raconté tout ça, il y a quand même la question, c'est que quelle fécondation croisée est-ce qu'on peut construire entre cette vision particulière et des pratiques sociales communes? Voilà. Ça, pour moi, c'est quand même la grande question, parce que j'imagine que c'est la question qui vous intéresse aussi, parce que c'est intéressant dans le genre connaissance du monde, ce que je vous raconte, mais bon, l'intérêt, c'est quand même de savoir qu'est-ce que ça peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut en faire, voilà. Alors, pendant tout un temps, la question, elle ne s'est pas vraiment posée, parce que, comme je vous dis, la marginalité, elle ne laissait pas beaucoup de place, d'ailleurs, ni dans un sens, ni dans l'autre, pour une fécondation croisée. Mais en fait, je trouve que, je parle de fécondation croisée parce que là, mettons-nous dans un cadre laïque, là où on est aujourd'hui, je pense qu'on peut s'inspirer les uns des autres, sans que personne se pose en position de donneur de leçons. On est là pour s'inspirer les uns les autres, voilà. Et puis ça, Et justement, en fait, c'est dans ce contexte laïque qui a ouvert un nouvel espace des possibles que, en fait, ça a permis aux communautés ménonites de sortir de leur trou et de elles-mêmes se poser cette question des fécondations croisées. Et à partir du XXe siècle, en gros, dans quand même beaucoup de pays, il y a une tolérance religieuse qui a énormément gagné en importance, que en fait,
certains ménonites ont commencé à se dire que, mais oui, ils pourraient faire profiter les autres de leur expérience, de leur pratique de la non-violence, et écouter aussi comment ça se vivait chez les autres, etc., etc. Et donc, en fait, il a commencé à y avoir des gens qui ont investi dans l'espace public, etc. Puis il y a eu d'autres mouvements qui n'avaient rien à voir avec les ménonites. Il y a eu Gandhi en Inde, puis le mouvement des droits civiques aux États-Unis, etc., qui ont montré que la non-violence, elle pouvait rentrer dans l'espace public. Alors que pendant tout un temps, on disait oui, c'est une utopie, quoi. C'est une utopie, mais en fait, une utopie pour utopistes. Et puis voilà. Et donc, on a commencé à se dire, bah oui, ça peut être intéressant. Et puis, je dirais que pendant le dernier quart du XXe siècle, surtout là, quoi, je dirais, oui, 75-2000, bon, peut-être, oui, 70-2000, enfin par là, il y a eu toutes sortes de pratiques qui se sont développées, des pratiques civiles, hein, qui ont été inspirées par la non-violence. Hein, par exemple, tout ce qu'on a appelé la médiation. Hein, aujourd'hui encore, d'ailleurs, enfin, heureusement, vous pouvez, par exemple, si vous avez un conflit avec un voisin, vous allez porter plainte, le juge peut dire, bah, écoutez, vu ce que vous me dites là, je vous conseille de vous adresser au médiateur judiciaire. Hein, et donc, est-ce que vous êtes d'accord, les deux parties? Si les deux parties sont d'accord, vous allez devant le médiateur judiciaire. Si vous tombez d'accord, le médiateur, vous signez devant le médiateur, et la question est réglée. Voilà, hein, médiation judiciaire. Mais il y a des tas d'autres pratiques. Il y a la médiation familiale, il y a la médiation dans l'entreprise. Je veux dire, bon, donc des pratiques de médiation se sont développées énormément. Ben, ça, c'était inspiré, en fait, par l'idée de comment est-ce qu'on peut résoudre un conflit de manière non violente. Bon, il y a des choses qui se faisaient depuis assez longtemps, quand même, qui est, par exemple, le syndicalisme, c'est quand même une pratique non violente. Enfin, de temps en temps, il y a des coups de poing qui partent. Enfin, je veux dire, en gros, hein, en gros, on discute, quoi. On se met autour d'une table et on négocie. Bon. Il y a eu aussi toute une série de travaux qui ont été faits sur ce qui se passait après une guerre civile. Hein, par exemple, il y a eu, enfin, la guerre civile, quelquefois, ça allait plus loin que la guerre civile, mais il y a par exemple les commissions vérité et réconciliation qui ont émergé en Afrique du Sud déjà, après l'apartheid. Donc, pour certaines infractions, en tout cas, les gens pouvaient venir témoigner de ce qu'ils avaient fait, ouvertement, et s'ils témoignaient ouvertement, ils étaient blanchis, ils n'étaient pas traduits en justice. Ça a été fait aussi, plus récemment, dans un autre contexte, c'était en Colombie, quand les FARC ont déposé les armes, il y a eu cette possibilité, à la fois pour les FARC et pour les milices qui avaient lutté contre eux, de témoigner dans les comités vérité et réconciliation. Ça, c'est typiquement le genre de choses dans lesquelles les ménonites ont été actifs. Ils ont été aussi actifs, par exemple, sur les gestions de traumas post-conflit. Il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été violentés pendant un conflit. L'idée de base de tout ça étant, en gros, comment briser la logique de la guerre. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui provoque une guerre? C'est la guerre qu'il y avait avant. Hein, c'est parce qu'en fait, alors, ou bien vous avez perdu la guerre, vous cherchez à vous venger, ou bien vous avez gagné, vous dites, puisque j'ai gagné, je vais continuer. Voilà. Bon. Donc ça, malheureusement, c'est un engrenage qui marche très bien. Donc la question, c'est comment briser cet engrenage, et notamment, par exemple, justement, arriver à reconstruire les choses dans un endroit où les gens se sont beaucoup affrontés. Donc ça a existé. Il y a eu aussi, mais par exemple, même la justice internationale, même si on voit bien que c'est compliqué, mais enfin, je veux dire, la Cour pénale internationale de La Haye, c'est une manière de porter des conflits, d'essayer de mettre du droit là où il n'y a que du rapport de force. Bon, ouais. Donc tout ça, c'est des choses qui sont allées dans ce sens-là. Et on s'est dit, bah oui, quand même, on arrive à des choses, c'est intéressant, quoi. Voilà. Ensuite, il y a eu, par exemple, la justice restaurative. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, en gros, d'arriver... Et ça, c'est des ménonites canadiens qui, au départ, ont imaginé le truc. Hein. C'est-à-dire que c'est né de jeunes qui avaient fait les andouilles et qui étaient allés casser des choses comme ça, à droite, à gauche, sous l'emprise de l'alcool. Et donc, il y avait un éducateur ménonite et puis un juge d'application des peines qui a dit non, alors, bon, les condamner peut-être, mais en fait, non.
Une autre idée, c'est de dire, écoutez, vous allez chez les gens que vous allez retourner chez les gens que où vous l'avez cassé, vous allez dire que vous l'avez fait, vous excuser, et puis en probation, vous allez devoir contribuer à réparer ce que vous avez cassé. Mais qu'est-ce que ça a produit? C'est que les jeunes n'ont pas été désocialisés, et que les personnes qui avaient été agressées ont dit, ah ben, j'avais peur, mais là, de les avoir vus et puis d'avoir discuté, j'ai moins peur. Ouais, ça n'a pas généré de sentiment d'insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a profité autant à la victime qu'à l'agresseur. Et c'est bien lié à la justice restaurative, c'est que souvent, dans la justice, on oublie la victime. C'est-à-dire qu'en fait, on punit le coupable et la victime, elle se débrouille. Voilà. Donc voilà, et puis bon, si vous avez vu le film, je verrai toujours vos visages, voilà, si vous l'avez vu, vous savez ce que c'est que la justice restaurative et comment on a réussi à la pratiquer en France. C'est pas tout à fait ça, mais donc arriver à reconstruire du lien, à remettre du lien. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, là, c'était la parenthèse enchantée, quoi, si vous voulez, où en fait, on s'est dit non mais ça. Et beaucoup de Ménonites ont participé à tout ça, puis enfin, je veux dire, et puis il y en a encore, il y a une ONG ménonite qui s'appelle MCC, qui est un peu partout dans le monde, dans les gestions post-conflit, pré-conflit, etc. Bon, très bien. Bon. Et aussi, par exemple, quand je vous ai parlé des Amish et des Luthériens, cette manière de penser à comment est-ce que notre vie sociale est impactée par les innovations techniques, et donc comment est-ce qu'on se débrouille pour adopter ou non une innovation technique. Ça, c'est aussi une question qui a été débattue. Et d'ailleurs, c'est pas tellement au départ l'idée de biodiversité ou des polluants éternels, ou etc., qui a été mise en avant, mais c'est cette idée de comment est-ce qu'on peut avoir une vie outillée où on ne perd pas le contact avec les uns avec les autres. Bon. Donc ça, c'était l'inspiration de ces mouvements, mais c'est très proche des mouvements slow, si vous les connaissez, c'est exactement ça la question aussi du mouvement slow, c'est si on ralentit, si on ne se laisse pas gagner par ce culte de la vitesse, on arrive à garder des relations. C'est le bénéfice. C'est pas se priver de la vitesse pour le plaisir d'aller lentement. C'est l'idée que si on va lentement, on accède à des choses qui ne sont plus possibles quand on va vite. Et que dans une vie hyper outillée, il y a des choses qui sont plus possibles. On pense qu'on gagne quelque chose avec l'outil. Dans un premier temps, on gagne, mais après ça, on perd. Et donc, les mouvements slow, c'est de dire marche arrière et regardons ce qu'on a perdu et essayons de revivre ces relations de manière... Vous savez, c'est un peu comme j'avais un collègue qui avait travaillé sur ce qu'il appelait la dépendance automobile. Et en fait, donc, il allait interroger des gens qui étaient dans les endroits où ils étaient dépendants de la voiture. Et alors il a dit, pourquoi vous avez acheté une voiture? Pour être indépendant. Et une fois qu'ils étaient indépendants avec leur voiture, ils se sont mis dans un endroit où ils devenaient dépendants de la voiture. Vous voyez, ça c'est, voilà, ce que c'est que la vie outillée. C'est, de temps en temps, on peut se dire maintenant, et si je me passais de ma voiture, oui, d'un côté vous perdez, de l'autre côté, ça vous ouvre de nouvelles possibilités. Vous voyez, moi c'est un peu... Alors tout ça, voilà. Donc là aussi, espace de fécondation croisée tout à fait possible, entre ce mouvement slow et puis ces questionnements sur la manière dont la technique modifie nos relations les uns avec les autres. Bon. Et puis, je pense aussi que ce ressort collectif, c'est des mouvements qui ont beaucoup valorisé la vie communautaire, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, je vois, alors aujourd'hui, dans les mouvements ménonites en France, les agriculteurs ne sont pas forcément... Il y a de tout, quoi. Il y en a qui sont dans le conventionnel à fond, bon. Et puis il y en a qui sont qui sont bio. Mais ceux qui sont bio, justement, ou ceux qui font de l'agriculture de conservation, par exemple, en fait, je vois que pour eux, ils ont une ressource importante, c'est que justement, ils ne sont pas isolés. Ils ont des réseaux autour d'eux, ils ont ces soutiens communautaires, et ça, je trouve que c'est extrêmement important, parce que justement, quand vous essayez de faire justement quelque chose qui n'est pas forcément le parti pris majoritaire, il vous faut ce soutien collectif. Oui. Donc là aussi, je trouve que fécondation croisée, tout à fait possible. Bien. Mais,
Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, vous regardez les infos comme moi, quoi. Vous savez très bien que là, je vous parle de la fin du XXe. Mais le début du XXIe siècle, vous avez eu un rétropédalage quand même magistral. Et puis on en vit encore et de plus en plus. Enfin, ces temps-ci, c'est de plus en plus, je veux dire. Donc, le dialogue, le contexte, pour moi, il n'est plus du tout celui du dialogue ouvert et apaisé de la fin du XXe. Je veux dire, on revient vers des clivages et des oppositions frontaux. Enfin, vraiment, avec deux modèles de société qui s'opposent frontalement. Et le modèle qui gagne, pour l'instant, c'est le modèle de l'affrontement et du rapport de force. Et donc, je pense que aujourd'hui, si en fait, Mustapha m'a demandé de parler, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de parler, mais enfin j'imagine quand même, j'imagine pourquoi il m'a demandé, c'est que je pense qu'on a besoin aujourd'hui justement de retrouver les sources d'inspiration pour tenir bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de se dire, oui, ben, de toute façon, cette approche, en fait, elle est en train de gagner du terrain. Et puis, moi, j'ai entendu ça. Hein. Et puis, peu à peu, la démocratie va se répandre, et puis, etc. Il y a une dynamique qui est, en fait, ça va se répandre comme une traînée de poudre. C'est irréversible. Ben, c'est réversible. Voilà. Bon. Donc, mais du coup, la question, c'est est-ce que je pense qu'on peut se rejoindre et puis retrouver une forme de fécondation croisée un peu autre dans cette idée de se soutenir par un rapport au monde qui a quelque chose d'une spiritualité. Une spiritualité laïque, éventuellement, je n'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire, en fait, en gros, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait qu'on a du souffle, qu'on tient bon, etc., etc. Je pense que là, on a besoin, aujourd'hui, justement, de se soutenir les uns les autres pour ne pas perdre le fil et pour garder cette aspiration. Bon, peut-être qu'on sera une minorité. Pour l'instant, on est plutôt une minorité. L'avenir et l'avenir, on ne sait pas. Hein. Mais en fait, voilà. Donc, on est aujourd'hui dans un contexte de remise en question des politiques écologiques, d'ailleurs même pas écologistes, écologiques, de résurgence des impérialismes, de montée des populismes. Et d'ailleurs, tout ça, et encore une fois, ça a partie liée, comme je vous ai dit, la question du rapport à l'écologie, du rapport aux autres. C'est à partie liée, et on le voit bien. Si vous êtes autoritaire dans votre conception de la société, vous êtes autoritaire dans votre rapport aux choses, dans votre rapport aux phénomènes naturels. Voilà. Donc, ou bien, et ça se tient, quoi. Des choses, c'est très rare. Enfin, il y a des contre-exemples, mais ils sont plutôt rares, quoi. En général, ça se tient. Voilà. Donc, du coup, eh bien, écoutez. Peut-être que d'ailleurs ceux qui ont fait 68, vous savez ce que c'est que la contre-culture, etc. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'être dans la contre-culture. Et je pense que justement, d'ailleurs le sous-titre de mon livre sur les béatitudes, c'est la contre-culture heureuse des évangiles. Les évangiles eux-mêmes ont été contre-culturels à l'époque. À certaines époques, le christianisme est devenu l'idéologie dominante. Ce n'est pas, à mon avis, là qu'il a fait ce qu'il a fait de mieux. Mais bon. Et donc, moi, je trouve que justement, ces mouvements qui ont choisi au départ, qui ont assumé la marginalité, pour ne pas perdre le fil, ils ont quelque chose, moi ça m'inspire, quoi. Ça m'inspire. Et donc, la joie des béatitudes, et justement, parce qu'en fait, pourquoi? Et on tient bon, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites ça, vous vous rendez compte que finalement, vous allez mieux. Enfin, je veux dire, bon, je ne sais pas, il y a des choses, enfin, c'est de la psychologie à 2 balles, mais moi, je constate que les gens qui s'intéressent aux autres, ils vont mieux que les gens qui s'intéressent qu'à eux. Bon, enfin, non mais voilà, par exemple, hein, je veux dire, bon, donc la sobriété, moi, je le prends comme une bonne nouvelle. Alors, je suis sobre dans certaines limites. Hein, je veux dire, enfin, j'ai une carte bancaire et un téléphone, bon, quand même, voilà, bon, mais c'est pas, donc pour moi, c'est pas tellement ça. Mais la question, c'est que arriver à dire j'ai assez, par exemple. Hein, oui, j'ai assez, même je pourrais avoir moins, finalement, et puis ça va, quoi. Enfin, oui, ce genre de choses, ben, ça soulage, moi, je sais pas, je trouve que ça libère. Bon. L'ouverture aux autres, bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, bon, ou alors, évidemment, mais ça, c'est pareil, ça s'enchaîne, quoi. Moi, j'ai fait des enquêtes, on s'aperçoit qu'en fait, au plus vous vous isolez, au plus vous avez peur des autres. Et puisque vous avez peur des autres, ben, vous vous isolez. Hein, okay. Ou bien,
vous vous ouvrez aux autres. Bon, de temps en temps, évidemment, ils peuvent vous en cuire, mais en gros, ça vous donne confiance et puis vous vous ouvrez encore plus aux autres. Oui, c'est ça que j'appelle. Je pense que là, c'est intéressant quoi, de partager ce genre de choses. Et puis en fait, je pense qu'on peut faire face à une évolution sociale négative dans des collectifs qu'on rejoint sur la base de convictions partagées. C'est en fait pas forcément des convictions religieuses, mais vous voyez ce qui a été fait à une époque, c'est ça que je veux dire, pour des raisons religieuses, où les gens se sont dit, on a des convictions partagées, il faut qu'on les vive, on se réunit parce qu'on veut vivre ces convictions, éventuellement, comme marginaux, hein. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui aussi pas, parce qu'il y a des choses auxquelles on attache de la valeur, parce que, enfin moi, si vous voulez, j'ai marché plusieurs fois sur le chemin de Saint-Jacques, beaucoup de gens marchant sur les chemins de Saint-Jacques n'ont aucune appartenance religieuse. C'est une majorité. Mais tous ont des questions. Tous ont enfin, 95% ont des questions existentielles. Et puis il y a des choses qui leur paraissent importantes, qui donnent sens à la vie, ou justement ils ont perdu le fil, ils recherchent le sens de ce qu'ils font. Voilà, c'est ça qui est important. Enfin, je veux dire, c'est ça où on peut refaire groupe autour de ça. Et donc, à la fin, dans les milieux chrétiens ou non chrétiens, maintenant, aujourd'hui, le sujet à la mode, c'est l'espérance. Oui, parce qu'en fait, évidemment, quand on en est venu à désespérer, on se dit quand même, mais quand même, hein, où est l'espérance? En fait, moi, je pense que, alors, pour moi, enfin, je vais vous dire ce que je pense, mais l'espérance, et en tout cas l'espérance chrétienne, c'est pas l'espoir que tout va aller mieux. Vous savez, comme on dit, t'inquiète pas, ça va mieux se passer. Hein, je veux dire, non. Inquiète-toi, ça va mal se passer. Bon, ça, je pense que j'aurais tendance à dire ça, mais l'espérance, elle n'est pas là. Pour moi, l'espérance, c'est qu'on peut vivre avec nos limites, d'ores et déjà, ce qu'on considère comme essentiel. On a toujours la possibilité de faire ça. Et après ça, alors, qui nous écoutera? Est-ce qu'on va faire tache d'huile? Jusqu'à quel point? J'en sais rien. Mais en fait, si vous voulez, moi, ce qui me ferait vraiment désespérer, c'est de penser que moi-même, j'ai été gagné par le côté obscur de la force. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Non, on peut... alors, bien sûr, en partie, c'est vrai, bien entendu, je veux dire. Non. Mais quand même, justement, il y a la possibilité de vivre autrement et puis de continuer à défendre ce qui nous tient à cœur et ce qui est important, le respect de l'autre, le respect de ce qui est autour de nous. Et puis si vous êtes chrétien, eh bien voilà justement le respect de Dieu. Mais ça peut être complètement l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une attitude consommatrice et vous dites j'achète ce qui me plaît, je paye pour que les autres me foutent la paix, hein, et puis quand je vais à l'église, je vais au supermarché pour que Dieu me comble de bien. Mais ça c'est possible aussi, hein, ça existe. Je veux dire, mais bon, ça pour moi, la vraie vie, elle est ailleurs, voilà. Je m'arrête là. Ouais. Eh bien, merci à toi. Il y en a qui veulent applaudir. Alors, je vais abuser de ma position. Vous me connaissez. Je vais poser une question avant vous. Alors, tu as écrit dans un de tes blogs que la pauvreté isole. Et n'y a-t-il pas une contradiction avec la notion de sobriété? Voilà, plus je me dépouille et plus je m'isole, peut-être. Alors, oui, tu veux bien poser la question parce que pour moi, il y a une différence entre la misère et la sobriété. Hein. C'est-à-dire, en fait, au fond, la misère, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Donc, les gens qui sont, je connais, enfin, des gens autour de moi qui sont réfugiés, qui vont faire leurs courses au Resto du Cœur, etc. Non, c'est pas ça que j'ai en vue. Hein. Non, ça, je n'oserais pas qualifier ça de bonne nouvelle. Non. Non, la sobriété, pour moi, c'est autre chose. C'est plutôt se dire que j'ai pas forcément besoin de ci et de ça. En gros, c'est de se dire que le sens de... déjà, il y a par exemple, moi. Bon, donc,
j'ai une maison, je suis propriétaire de ma maison, j'ai suffisamment pour manger, et puis j'ai de quoi m'habiller. Voilà. Ça, c'est réglé. À partir de là, je peux me poser la question de savoir de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. J'ai fait une expérience, j'ai déménagé, si vous voulez, il y a 5 ans, pour venir à Poitiers, justement. Et pour aller notamment dans une maison plus petite. En se disant, c'était finalement l'économie la plus importante qu'on peut faire quand on n'a plus d'enfants, c'est d'aller habiter dans le plus petit, et plus près du centre-ville pour être moins dépendant de la voiture. Bon. Mais du coup, aller dans une maison plus petite, c'est bien, mais il faut jeter. il faut se débarrasser de plein de trucs, ou le donner, ou enfin bon. Et alors, donc là, j'ai fait une expérience spirituelle vraiment extrêmement forte. Je me suis retrouvé avec des choses, je me suis dit, bon, là j'en ai eu besoin, à un moment donné, j'en ai plus besoin. Bon, ça, ok. Mais je me suis retrouvé avec des choses entre les mains, en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc-là? En fait, j'en ai jamais eu besoin. Et là, ça m'a vraiment interpellé, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, ce besoin de se remplir de trucs et de machin, et de bidules, et voilà. Ça, c'est les questions qu'on pose à la sobriété. C'est-à-dire, en fait, voilà, objectivement, je n'ai pas de soucis matériels. Et donc, du coup, subjectivement, je ne devrais pas en avoir non plus. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça que j'appelle. Par ailleurs, ce que je disais dans ce blog sur la pauvreté et l'isolement, c'est justement là, si on est dans la pauvreté subie. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que au plus, par exemple, on sait depuis très longtemps, d'ailleurs, dans les enquêtes qui ont été faites par l'INSEE, si vous avez des relations de travail, vous allez avoir plus de relations hors travail. Et si vous n'avez pas beaucoup de relations de travail, vous n'avez pas beaucoup de relations hors travail. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a une sorte d'enchaînement, quoi. Et effectivement, et si vous êtes au chômage, vous vous isolez. Voilà. Ou si vous êtes une mère célibataire, vous pouvez vous sentir seul. Oui, ben oui. Vous pouvez même vous sentir très très seul. Bon, donc en fait, voilà, c'était ça que j'avais pointé. Et encore une fois, donc je ne parle pas d'une pauvreté subie. Je parle d'une sobriété choisie. Mais bon, je vais vous donner juste un exemple, mais parce que de toute façon, c'est à la marge. Je veux dire, j'ai encore un mode de vie, si vous voulez, j'ai encore une empreinte carbone qui est très. La question de l'empreinte carbone, je ne peux pas la résoudre tout seul. Hein. C'est collectivement qu'il faut qu'on la résolve. Je peux en faire une partie moi-même, mais pas tout seul. Bon. Il y a un problème? Non. Non, je voudrais rassurer notre public, tu es venu en train de Poitiers. Ouais. Même pas en calèche. Je suis venu en train, oui. Alors, je vais faire une coupure. D'accord. Et on va